Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Orales, le podcast qui s'intéresse aux secrets d'éloquence de professionnels à Bordeaux et parfois au-delà. Chaque mois, je pars à la rencontre d'orateurs et oratrices du quotidien en quête d'anecdotes insolites, d'outils pratiques et d'une bonne dose d'inspiration pour vous faire aimer prendre la parole en public. Comment envisager l'expression que l'on soit à la barre d'un tribunal, face à ses équipes ou devant un parterre d'inconnus ? Je suis David Jadard, formateur en prise de parole et entrepreneur. J'aide chaque année plusieurs centaines de professionnels à gérer leur trac et à s'exprimer de façon percutante en présentation. Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil et bonne écoute. Je suis avec Julien de Souza, le fondateur de Panache, organisme de formation à la rhétorique à Marseille. Julien, qui es-tu pour nos auditeurs et auditrices ? C'est génial, tu viens déjà de tout dire. Voilà comment couper l'herbe sous le pied d'un mec. Et oui, bonjour Julien, 35 ans, j'habite à Marseille. Je suis passionné des mots. J'ai monté Panache il y a maintenant 5 ans et notre métier dans Panache est relativement simple. C'est tout simplement de faire en sorte que quand on ouvre notre bouche pour défendre une idée, ça soit pas seulement convaincant, mais que ça donne envie aux gens de nous écouter jusqu'au bout et de passer à l'action, de se mettre vraiment en mouvement. Ok, et moi il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est qu'on se connaît maintenant un petit peu depuis presque un an. Je sais que via Panache, tu as voulu mettre la rhétorique en avant. Tu as voulu démocratiser ces outils-là. Quel lien tu ferais avec ton parcours ? Qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait que c'est cette discipline-là et pas une autre ? Tu aurais pu partir sur l'éloquence, par grave. exemple. En fait, le mot rhétorique et le mot éloquent, je ne les connaissais même pas il y a 5 ans déjà. Ok. Faut savoir un truc, c'est que moi, j'ai fait des études en fac en physique-chimie. Donc, ne me voyez pas comme expert littéraire qui sait jouer avec les mots, faire des choses avec plein de poésie, mais plutôt imaginez Julien de Souza avec une blouse blanche, derrière une paillasse et un bec benzène, en train d'étudier pas mal de choses en chimie, et notamment d'étudier pourquoi le Groenland fond et pourquoi on est en train de perdre toute cette calotte-là. Ça, c'est mon parcours. Un parcours scientifique et de chercheur scientifique. Et au début, j'avais très envie de comprendre comment marche la planète et comment apporter des solutions contre le dérèglement climatique. Donc, rien à voir avec la rhétorique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette passion qui m'a toujours habité de comprendre d'où viennent les problèmes et quelles solutions apporter, je me suis retrouvé après à m'orienter plutôt vers le milieu de l'entrepreneuriat social, donc des gens qui montent des projets dont la finalité, ce n'est pas que le profit, mais c'est plutôt d'avoir une utilité, résoudre un impact social et environnemental, comme par exemple, je monte une boîte pour limiter le gaspillage alimentaire. Et en me connectant à cet univers, je suis passé du mec en blouse blanche qui fait de la science au mec dans des incubateurs qui se retrouve à être confronté avec des gens qui montent des startups sociales à impact. Donc autant te dire que les termes marketing, business plan, business model, design thinking, stratégie d'innovation, je les avais jamais découverts. Et je les ai découverts en faisant, en mettant les mains dedans. Et c'est ce qui m'a permis, de fil en aiguille, à bosser dans le milieu de l'entrepreneuriat, à accompagner des entrepreneurs aussi, à monter leur propre boîte. Et moi-même, à diriger un incubateur, notamment en Polynésie, et peut-être qu'on en reparlera, parce que je suis sûr que ça peut intéresser plein de gens de savoir que vivre à Tahiti, c'est cool. Et surtout, à me donner le goût d'entreprendre moi-même. Et je sais pas, il y a un côté de... naturellement, de vouloir monter une boîte et de vouloir monter une boîte qui permet aux gens de mieux présenter leurs projets et notamment des projets qui sont utiles pour la planète et les humains qui sont sur cette planète. Et ce qui m'intéresse de gratter, c'est comment tu es passé de la physique-chimie à l'ESS. T'as grandi où, Julien ? Moi, je suis né à Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, 7-8.
Et j'ai grandi d'ailleurs dans la cité du Val-Fouré, pour les gens qui connaissent. Donc autant dire, tu sais, des tours, des grands bâtiments. C'est même un running gag en région parisienne. Enfin, c'est souvent mentionné comme étant la street, quoi. Vraiment. Un peu, ouais, j'ai de la street cred, quoi. Mais, comment va Booba d'ailleurs alors, du coup, de Boulogne, et ça marche pas. Ah mince. Mais si, un chanteur connu qui vient de Mantes-la-Jolie que tout le monde connaît, c'est Faudel. Donc tu vois, on est vraiment sur du gros rap, hein, Faudel. Non, en vrai, moi vraiment, j'ai grandi là-bas et après, quand j'ai commencé à faire des études et à venir plutôt du côté de Paris ou voire de Versailles, parce que ma fac de sciences était parfois à Versailles, parfois à Paris, j'ai découvert plutôt un autre univers, un autre monde. Mais vraiment, pour passer de la science à l'ESS, c'était plutôt la science, c'est génial pour comprendre les causes. Parce que du coup, tu te retrouves à devoir étudier pourquoi il y en a des problèmes. Sauf que la science, tu peux être limité parce que tu n'es pas dans la proposition de solution. Tu es plutôt de « Ah, c'est ça le problème ». Et ça peut être frustrant. Franchement, les experts du GIEC, donc tu vois, qui nous expliquent qu'on est en plein dérèglement climatique, c'est hyper frustrant de dire voilà les rapports, voilà les chiffres et voilà c'est le caca. Mais on fait rien, c'est pas leur métier. Après, on vous donne ça et les gouvernements, bougez vos fesses, faites un truc. Et moi, je suis plutôt un mec qui aime bien créer, qui est dans l'action. Tu vois, le genre de mec qui, pour ses 30 ans, va organiser un Koh-Lanta parce qu'il se dit c'est quand même cool de faire quelque chose et d'être dans l'action. Et j'avais besoin d'être dans l'action. Et qui de mieux que des entrepreneurs qui montent des projets, et entrepreneuses, hein, qui montent des projets à utilité sociale, environnementale, que des gens de l'économie sociale et solidaire. Et c'est comme ça que je suis passé de la science à l'ESS en me disant j'ai envie d'être sur le terrain et faire. Et au bout d'un moment, quand tu côtoies des gens qui montent des boîtes, tu commences à avoir la petite envie de monter aussi une boîte. Et c'est comme ça que j'ai eu l'envie de monter Panache et que je suis passé de la physique à la rhétorique. Et tu vois, quand je te disais que l'éloquence et la rhétorique, j'en avais jamais entendu parler, c'est un peu comme quand j'ai été connecté à l'ESS, j'avais jamais entendu parler de business plan, business model, marketing. Mais je suis quelqu'un qui a besoin de mettre les mains dedans et j'apprends en faisant. Et ça a été pareil pour la rhétorique et l'éloquence. Quand j'ai monté cette boîte, j'étais je connais des petits trucs là-dessus, on va voir comment je peux aider les gens à être meilleurs à l'oral. Mais après, j'ai été poncer le sujet, j'ai été lire des bouquins, regarder des vidéos. Bref, je me suis renseigné et j'ai découvert l'éloquence. J'ai vu ce que c'était. Et en poussant, j'ai découvert la rhétorique. Et là, je me suis dit, oh, putain, mais c'est balèze. Et puis, c'est vieux. Et puis il y a un mec derrière qui est un peu à l'origine de tout, du moins on a encore des écrits et des preuves de la rhétorique, c'est Aristote. Puis derrière il y a eu d'autres gens, il y a eu du Cicéron, il y a eu de Quintilien et puis d'autres personnes. Et en me renseignant, c'était un peu comme tu vois, tu ouvres une boîte, tu sais les poupées russes. Tu ouvres une première poupée, tu dis ah à l'intérieur il y a ça, puis tu en ouvres une autre, ah mais il y a encore ça. Et un puits de savoir. Et vu que je suis quelqu'un qui adore apprendre plein de trucs. Tiens, en mode curiosité compulsive. C'est-à-dire que petit, C'est pas sorcier, c'était mon émission préférée. Et aujourd'hui, là, j'ai 35 ans et je suis abonné à des chaînes YouTube où j'apprends des trucs qui ne vont jamais me servir, mais j'adore. Et quel serait l'apport de la physique-chimie dans ton job aujourd'hui d'entrepreneur formateur en rhétorique ? Rien, ça m'a appris à être rigoureux et organisé dans mon travail, parce qu'en sciences, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, je suis assez rigoureux dans ma manière de bosser. Peut-être les schémas, on a vu des U, on a vu des abscisses et des ordonnées. Ça m'a pas appris à mieux écrire, hein, parce qu'en science on n'écrit pas très bien, et ça je l'ai gardé. Mais clairement il y a ce côté, tu vois, en science c'est très protocolaire, tu as des méthodes à suivre, parce que la science ça t'apporte un résultat. Et donc, mais d'ailleurs, limite la science elle m'est plutôt utile dans l'entrepreneuriat que dans la rhétorique. Parce qu'en science tu suis des méthodes qui vont t'apporter un résultat, et quand tu entreprends il y a quand même des méthodes à suivre. Tu as des stratégies à mettre en place et qui te permettent d'avoir après un résultat. Et ce côté stratège, je l'ai vachement développé. Et que j'avais avant dans des jeux vidéo, dans des jeux de société, ça m'a toujours fait kiffer d'essayer d'avoir 5 coups d'avance. T'as dû jouer à Football Manager. J'ai grave joué à Football Manager. Putain, j'ai joué à PES avec Youlenz, je sais pas comment j'ai deviné, mais... Ah, mais de ouf. Et puis quand je jouais à PES avant FIFA, moi je faisais la League Master et j'étais en mode transfert, tu crées ton équipe, tu pars avec des joueurs, tu sais, les Youlenz, les Castolo, les Ximénez, qui doivent grave te parler et qui parleront que aux gens quand je joue à PES. Moi c'était comment on arrive à les faire grandir, comment on arrive à faire jouer au transfert et à passer de la Ligue 2 à j'ai gagné la League Master en mode stratégie.
Et cette stratégie, je me l'applique dans mon quotidien et dans ma manière d'entreprendre. Bah justement, ça me permet de faire une transition toute faite, enfin pas toute faite, mais toute trouvée surtout. Le modèle de panache a plusieurs fois évolué. Ouais. Donc c'est le pont que je pourrais faire, la passerelle, le parallèle avec la science. C'est que tu as testé jusqu'à temps de trouver peut-être la formule. Est-ce que tu peux nous parler des différentes étapes de l'évolution de panache? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Panache? Qu'est-ce qui se passait avant et vers quoi tu souhaites aller? Tu vois, en science, souvent, on met en place des modèles qui vont marcher pendant un temps, des modèles scientifiques. Par exemple, il y a très longtemps, des modèles scientifiques qui étaient, en fait, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Ça a été un modèle. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte via des recherches que, non, c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil. Et que la Terre est ronde. Donc à tous les platistes qui nous écoutent, la Terre est ronde, messieurs, dames. À un moment, c'est factuel et il y a un modèle. Mais peut-être que le modèle va nous montrer que finalement, elle était plate dans 200 ans parce que les modèles évoluent. Et c'est un peu pareil, un réflexe que l'on a en science et qu'il faut réussir à garder dans sa vie de tous les jours, c'est que entre un modèle qu'on a aujourd'hui préconçu et qui fonctionne, qu'on a imaginé, il peut être en évolution et il y a besoin de le rendre malléable, il y a besoin de le faire évoluer. Et que c'est comme ça, c'est la vie de tous les jours, on ne peut pas être bloqué sur quelque chose. Et donc Panache a eu plusieurs modèles, plusieurs manières de s'organiser. Et pendant un temps, le premier modèle, ça a été un collectif de freelance sous forme associative. Avec une bande de copains, on s'est dit, viens, on crée une marque. Parce que la marque Julien de Souza, ou la marque Régis, ou la marque Noémie, ce ne sont pas des marques puissantes, parce que ce ne sont pas des gens très connus. Mais par contre, de créer une marque comme Panache, ça permet de s'adosser derrière un branding et d'avoir un truc fort. Le nom, il venait d'une passion et d'un amour pour Cyrano. Ouais, de ouf. C'est moi. C'est vrai? Franchement, le tout début du premier nom qu'on avait brainstormé, il y avait genre Spotlight. Mais c'était en anglais, on s'est dit c'est quand même dommage. Mais il y avait le côté mettre en lumière les gens, quoi, Spotlight. Il y a même eu un autre nom qu'on n'a pas gardé. Donc du coup, vous le découvrez. C'est La Prise. Parce que la prise de parole, la prise de confiance, la prise de risque. Sauf que dans la tête des gens, on avait l'impression de voir une multiprise. Ça fait un peu le roi Merlin, ouais. Ouais, donc franchement, même si on parlait un peu de Lapeyre ou de Legrand, ça marchait pas ouf. Et en fait, à un moment, vraiment, je me suis dit, j'ai envie d'avoir un mot qui se dit aussi bien en anglais qu'en français. Donc on peut l'avoir dans les deux langues. Et j'ai lu des mots qui se disent dans les deux langues. Tu sais, déjà vu, avant-garde, tous ces trucs-là. Et Panache était dans la liste. Et Eureka, tu vois, l'évidence comme dans les films de putain, mais tellement, le truc il est là. Et là, je me suis rappelé au bon vouloir de Cyrano, à toutes ses tirades, au fait que, en fait, j'adore Cyrano, qui est quand même Panache, c'est le dernier mot que Cyrano dit à la fin de la scène, avant que le rideau se baisse. Il dit, je sais plus comment il le dit, mais vous pouvez m'enlever ce que vous voulez. Il y a un truc que vous ne m'enlèverez jamais. C'est bien mon panache. Et derrière cette notion panache, qui était très cool, c'est qu'on avait ce côté avoir de l'éclat, du brio, le goût du risque, de l'audace, de tenter quelque chose. Quand bien même ça va pas satisfaire tout le monde, c'est quelque chose dans lequel nous, on se sent aligné. Et globalement, c'est ce qu'on essaye de faire dans notre métier, c'est de transmettre des outils pour que chaque orateur et chaque oratrice puisse défendre son idée avec sa couleur, sa façon de faire, sa singularité et aussi évidemment des outils qui fonctionnent pour augmenter les chances qu'à la fin de l'envoi, je touche. Et s'il y avait des orateurs et des oratrices célèbres qui pouvaient incarner l'esprit panache, tu choisirais qui? Oh putain. Toi? Non, alors moi il y a un truc que j'essaye de faire au maximum dans nos formations et que je vais aussi te faire là, c'est que au maximum j'essaye de ne pas prendre des gens connus parce que y a un côté inatteignable. Tu vois, quand tu vois des grands orateurs et des grandes oratrices qui font des discours politiques, historiques... genre Obama, tellement énervant. Et il y a un moment, en fait, c'est des gens, on se dit, ouais, mais parce qu'en même temps, c'est le président. Oui. Ou, ouais, mais elle, c'est la chancelière. C'est pas les meilleurs exemples en formation. Et donc, c'est pas accessible. Ouais. Tu vois, c'est pas le commun des mortels. Ouais. C'est des personnes qui sont surentraînées, ils ont une équipe de com derrière de malades, et leur taf, surtout en politique, ce sont des représentants du peuple. Et dans représentant, il y a le fait de se représenter. Et qui dit représenter dit faut savoir être de bons communicants. Et avant tout, un chef d'État, c'est quelqu'un qui doit être excellent communicant. Donc il est formé et surformé à ça. Et d'ailleurs, il y en a qui se débrouillent très mal. Donc c'est quand même terrible de se dire que ton taf n'était pas très bon. Et il y en a même qui n'ont pas envie de se former pour le coup à ça. Et alors que c'est ce qui ton paraît taf fou. d'être bon communicant. C'est terrible.
Mais du coup, ceux qui vont plutôt m'inspirer, en fait, c'est des prises de parole que je vais entendre de la part de personnes que je vais côtoyer. Et tu vois, par exemple, dans les parcours de formation qu'on lance, on a une méthode, nous, étalée sur 6 semaines, et peut-être on en reparlera après. Mais le dernier atelier, on fait prendre la parole à nos stagiaires sur un sujet concret, une vraie prise de parole, leur panache talk, tu vois. C'est un peu comme un TED Talk, mais en mieux parce qu'il y a du panaché à boire. Eux vont m'embarquer et je vais être impressionné. Parce que ils ont transmis quelque chose qui était sincère, qui était unique, quelque chose qui n'a pas déjà été entendu 1000 fois et qui a été fait par une personne dite lambda. Mais c'est encore plus puissant quand c'est une personne lambda qui arrive à le transmettre. Et donc je me sens beaucoup plus inspiré par ces personnes-là, qui sont des citoyens et citoyennes lambda, que par quelqu'un qui est sur CNN devant 10 millions de téléspectateurs. Mmh. Oui, bon, à part Alexandria Ocasio-Cortez, parce qu'elle est incroyable, donc si jamais tu m'entends, mais elle n'entendra jamais parce que de toute façon elle ne parle pas français, ou là je la trouve incroyable en tant qu'oratrice, mais sinon c'est plutôt le commun des mortels. Ouais. Et maintenant, est-ce qu'il y a des ouvrages qui t'ont inspiré, qui t'ont marqué en matière, tu parlais tout à l'heure, je te cite, j'ai poncé un certain nombre d'ouvrages de référence. Est-ce que tu as un livre qui t'a particulièrement marqué ou un document ? Ouais. Franchement, il y a un livre qui résume quand même pas mal de choses. Et d'ailleurs, une personne qui a fait un sacré boulot sur la rhétorique ces dernières années en France, c'est Clément Viktorovitch. Parce que en étant invité dans des émissions type Click sur Canal+, ou Quotidien. Ouais, Quotidien aussi avec Yann Barthès, ou je sais plus quelle émission à la radio là, le logo jaune. France Info. C'est France Info, merci. Ouais. Tu vois, où il était chroniqueur, où il parlait de rhétorique et de politique. Je trouve que c'est hyper précieux parce qu'il a été déblayé cette discipline pour la rendre accessible à plein de gens, parce que c'est quand même des antennes avec un public assez large. Et d'ailleurs, c'est via ces chroniques où j'ai découvert pas mal de choses sur la rhétorique et je me suis dit que c'était très formateur. Et quand il a sorti son livre « Le pouvoir rhétorique », donc ce livre rouge assez complet, en fait, il nous a fait un cours synthétique sur tous les concepts et principes de la rhétorique condensés où on y retrouve quand même beaucoup de choses. Avec beaucoup d'exemples, d'études de cas. Ouais. Je suis un homme politique et je dois faire un discours pour, ou je suis au milieu de mes amis et je dois débattre sur le prix de ceci ou cela. C'est très adapté au quotidien des gens. Complètement. Ouais. Donc je trouve qu'il a fait un sacré boulot pour le démocratiser, pour aider à décrypter des discours et pour réussir à le transmettre à des gens qui voudraient s'initier à la rhétorique. Et moi, ça m'a permis de m'initier et après d'aller plus loin. Franchement, je me suis enquillé pas mal de vidéos qu'il avait faites. Il y a Victor Ferry sur YouTube qui est quand même un mec docteur en rhétorique qui a produit beaucoup de contenu sur le sujet. Et je me souviens que j'en avais regardé quand même pas mal où je m'étais dit « Ah ouais, putain, j'apprends plein de trucs, trop cool ». Et donc, je me suis formé comme ça. Et aujourd'hui, s'il y a un ouvrage que j'adorerais lire, c'est celui de Lucas Hansler, que tu auras la chance d'interviewer, j'espère, qui est en fait un membre de l'équipe Panache, qui est futur docteur en rhétorique, qui est un passionné de Quintilien. Tu vois, autant Quintilien, il a écrit au 1er siècle 12 volumes sur l'institution oratoire, la rhétorique, tout ça, que j'ai pas lu parce que je lis pas le latin et que j'ai pas été lire non plus les versions françaises, même si j'avoue que ChatGPT m'a pas mal résumé des chapitres. Mais ce fameux Lucas, il les a poncés, il les a lus, il a lu les bouquins de la Grèce antique. Bref, c'est un puits de savoir et je suis tellement reconnaissant de me dire qu'il fait partie de l'équipe parce qu'en fait c'est lui maintenant mon savoir, c'est lui mon livre et c'est lui qui me partage maintenant les bons outils. Bah effectivement, et puis pour le côtoyer aussi, puisque pour tout dire à nos auditeurs et auditrices, donc on est amené à travailler ensemble et d'ailleurs Lucas qui n'est pas très loin de ce micro, qui peut à tout moment intervenir et qui a longuement travaillé sur ce qu'on appelle, alors attention à la prononciation, les progymnasmata. J'ai tout bon, Lucas? C'est des exercices préparatoires. Et Lucas entre en scène. Bonjour. Oui, les progymnasmata. En fait, c'est une série d'exercices préparatoires pour apprendre à parler. En fait, c'est la base du programme scolaire rhétorique qu'on pratiquait dans les écoles antiques, chez les Grecs comme chez les Latins. Qu'est-ce que ça veut dire progymnasmata, tout simplement? Dedans, il y a l'origine de gymnos, gymnase, gymnastique. En fait, c'est de l'entraînement, c'est vraiment du sport. Et pro, ça veut dire avant. Et donc, les progymnasmata, c'est des exercices préparatoires, des exercices d'échauffement, des exercices d'entraînement pour
préparer un vrai discours complet qu'on va ensuite devoir assumer devant un vrai public. Donc de l'entraînement, tout simplement, une manière de muscler son cerveau avant de prendre la parole, de la même manière qu'on muscle son jeu avant d'aller faire du foot. Belle référence à Aimé Jacquet, hein, muscle ton jeu Robert. Très très bien, et je crois savoir, je sais pas si tu confirmeras Lucas, mais que c'était des exercices très modernes, en ce sens que en fait on travaillait avec cette série d'exercices-là une partie du discours, hein, c'est ça ? En fait, la spécificité des progymnasmata, c'est de se dire que un discours n'est pas un fouillis complexe qui se tient en un seul ensemble, mais que c'est tout simplement plein d'éléments qui peuvent être décomposés et décomposables en plein d'exercices. Donc l'idée, c'est de se dire que comme le discours n'est pas qu'une seule entité, mais un ensemble décomposé, eh ben, on choisit de faire un exercice sur chacun de ces éléments. Donc par exemple, on a besoin dans un discours de savoir mettre de la narration, eh ben, on va avoir un exercice sur la narration. On a besoin de savoir faire des descriptions qui arrivent à enthousiasmer l'auditoire, eh ben, on va faire de la description. On a besoin parfois de savoir mettre du style dans certaines phrases, ben on va faire des paraphrases. Donc c'est plein de petits exercices sur des compétences rhétoriques spécifiques. Et parmi les clients que tu accompagnes, Lucas, ou même Julien, à tout moment tu peux réintervenir, Julien. Non, je suis parti. Maintenant que vous avez l'expert avec vous. Il veut plus rendre le micro là, Lucas, c'est parti. Non, il y a un putsch, il y a une tentative de putsch. Ouais, Lucas, il y avait peut-être une lacune en France, un exercice où tu nous penses un peu carencé, une compétence sur laquelle tu penses qu'une majorité d'orateurs et oratrices sont carencés. Quel progymnasmata tu leur choisirais de travailler ? Je pense au business, je pense à la politique, je pense aux personnalités publiques. S'il fallait exploiter un exercice plus qu'un autre ? En fait, le principal constat qu'on a aujourd'hui, c'est de dire que la France est carencée en oral. Au sens où on considère que comme on a une culture très écrite et qu'on a l'habitude de faire des rédactions à l'écrit et qu'on n'a pas l'habitude de prendre la parole en classe, hormis pour des exposés, mais c'est pas vraiment de la prise de parole, eh bien l'idée ce serait de dire en France, ce dont on manque, c'est avant tout de la pratique orale. Ok. Et dans ces cas-là, en fait, tous les exercices peuvent fonctionner parce que tous les exercices sont des supports oraux extraordinaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les salles de classe antiques, que ce soit chez les Grecs comme chez les Romains, ce qui était intéressant, c'est que l'exercice n'était qu'un support écrit pour ensuite une restitution orale. Et ça va même plus loin, parce que une fois qu'on a travaillé cette série d'exercices et de progymnasmata, eh ben, on peut faire des discours plus complets, plus élaborés, devant des publics semi-professionnels, et donc on est amené en fait à prendre la parole tout le temps. Les exercices, c'est juste un support. Ce qui compte, c'est la pratique. Ce qui compte, c'est de s'entraîner. Ce qui compte, c'est de passer à l'action devant un public plus ou moins large. Moi, je fais le constat qu'en entreprise, souvent, on a des difficultés à utiliser les émotions dans le discours. Et je trouve que, pour le coup, le récit et la description sont peut-être des exercices qui peuvent être formidables pour inciter peut-être un peu plus d'orateurs, notamment en entreprise, à mettre deux sur la table. De raconter la fois où, de raconter l'élément déclencheur où. Et cette compétence-là, j'ai le sentiment qu'à l'école, on n'a pas forcément eu trop l'occasion de la développer, et qu'il y a aussi un petit peu cette idée dans la culture française que parler de soi, c'est impudique. Alors, ce à quoi tu fais référence, en fait, c'est ce qu'on appelle la compétence narrative. La compétence narrative, c'est celle qui consiste à être capable de parler de soi de manière intéressante. Le problème, c'est pas tellement qu'on ne développe pas cette capacité à écrire des histoires en France, parce qu'en fait, si on raconte des histoires aux enfants, encore et toujours, on leur fait écrire des histoires et on fait encore des rédactions jusqu'au collège. Le problème, en fait, c'est que ça se gâte après. Au lycée, on abandonne toute capacité d'écrire et de produire des choses qui viennent de soi, puisqu'on doit apprendre les exercices phares du lycée, que sont le commentaire et la dissertation, donc des exercices d'analyse et pas de production de discours. Et pire, après ça, on arrive dans la vie professionnelle où là, on nous fait surtout bien comprendre que non, faut pas parler de soi, ça c'est à la maison, c'est chez soi et ça ne sort pas de là. Quand on est au boulot, on parle boulot, c'est sérieux et c'est tout. Et le problème, c'est qu'on ne comprend pas que la compétence narrative, c'est pas juste raconter des histoires, c'est une vraie compétence, au sens où, bah oui, c'est la compétence clé dans un entretien d'embauche. C'est comment on arrive à se raconter qui va faire qu'on arrive à un entretien d'embauche. C'est la compétence clé pour animer une réunion, parce que oui, c'est la capacité à montrer qu'on fait partie d'une histoire commune dans notre entreprise, qui fait qu'on réussit à animer cette réunion et à fédérer les équipes autour de soi. Donc en fait, la compétence narrative, le problème, c'est qu'on ne voit pas que c'est une compétence essentielle dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu du management.
Et pour la persuasion, finalement, parce que la persuasion, en fait, Bien sûr. on laisse faire la moitié du chemin à l'interlocuteur quand on lui raconte une histoire. Exactement. On le rend actif. Ouais. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a maintenant, messieurs, je vais parler au pluriel, est-ce qu'il y a un cliché, une croyance autour de... Moi, j'en ai plein qui me viennent en vous posant cette question, mais c'est à vous que je pose la question. Une croyance à laquelle vous aimeriez tordre le cou, ou un cliché lié à la prise de parole en public ou à la rhétorique. Moi, je peux commencer si tu veux, Julien. La première, ce serait évidemment de dire qu'il y aurait que la prise de parole, c'est juste de l'inné. Tout simplement de dire, on est orateur ou on ne n'est pas orateur, d'une certaine manière, comme s'il y avait ceux qui sont naturellement à l'aise et ceux qui ne sont pas à l'aise naturellement. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, c'est vraiment un jeu qui se joue en 3 dimensions. Il y a une part de naturel. Il y a une part de naturel, c'est sûr. Sur déjà les modulations de notre voix, notre physique, l'image qu'on renvoie, notre posture. Bon, soit, mais il y a des choses qui se travaillent là-dedans. En tout cas, il y a une part de naturel. On est plus ou moins timide, on a plus ou moins ces bases-là. Après, il y a la théorie, il y a tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on fait pour devenir plus à l'aise sur ce sujet. Et puis après, il y a la pratique, il y a l'entraînement. Et c'est là où, pour le coup, il y a une vraie plus-value à l'entraînement rhétorique. C'est que les progymnasmata, c'est un entraînement. La pratique, c'est ça ce qui permet ensuite d'être plus à l'aise et de faire en sorte qu'on développe une nouvelle image, on développe de nouvelles capacités, on développe de nouvelles modulations de sa voix, on développe de nouvelles postures, on développe de nouvelles gestuelles. Et à la fin, ce qui semble pour les autres quelque chose de naturellement génial est le fruit d'un long travail. Et c'est ce qui mène à cette espèce d'habitude, de seconde nature. Aristote parle de seconde nature qui fait qu'on est à l'aise, on semble naturellement à l'aise, alors qu'en fait il y a des années et des années et des années de travail. Exactement comme un violoncelliste, quand on va le voir dans un concert, on a l'impression que jouer ça semble facile, quand lui il est juste en train de promener son archet sur son instrument. Et en fait, il y a énormément de travail. Et si on devait se retrouver face à sa place, on aurait beaucoup de mal à jouer à sa place. Merci beaucoup, Lucas. Julien, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit ? Je vais rebondir sur... Alors, tu t'étouffes et tu reviens, c'est ça ? Excusez-moi. D'accord. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Lucas. Il y a plusieurs fois un mot qu'il a employé qui est le mot naturel. Moi, tu vois, il y a souvent, il y a une croyance que les gens ont qui est... et un retour que des coachs peuvent faire qui est non mais sois naturel. Sois naturel et puis ça va passer. Et derrière le naturel, on va mettre le côté authentique, singulier, sois toi-même et en étant toi-même déjà, tu vas créer la connexion. Et puis c'est très flou, sois naturel. Ouais. C'est-à-dire que je mets les pieds sur la table. Mais en fait, le sois naturel, il est hyper dangereux parce que naturellement, on est stressé. Naturellement, on a peur du regard des autres. Naturellement, on va partir dans tous les sens, on va chercher à être exhaustif. Naturellement, on va pas réussir notre prise de parole. Donc le soi naturel, c'est pas le bon terme à avoir en ayant l'impression que non mais just trust yourself et après tu go with the flow. C'est pas une question de juste se dire allez j'y vais naturel et en rebondissant sur ce que disait Lucas, c'est que il y a des techniques, il y a des outils sur lesquels il y a besoin de bosser et les gens où on se dit oh, ça a l'air tellement naturel, ça a l'air tellement facile, c'est tout simplement des gens qui ont bossé. Un comédien, une comédienne qui arrive à transmettre n'importe quelle émotion sur scène et tu te dis waouh, j'y crois trop, elle n'est pas naturelle cette personne. Elle est en train de jouer une émotion, mais elle a tellement bossé le sujet qu'elle peut te jouer n'importe quelle émotion et puis gagner un Oscar derrière parce que c'est bon, elle a géré le truc. Et un orateur et une oratrice où on se dit ça a l'air tellement facile, non, c'est qu'il y a eu du boulot derrière qu'on ne voit pas. Un guitariste qui te joue un truc de manière virtuose, waouh, ça a l'air facile. Non. Et tu prends n'importe quelle discipline, c'est qu'en fait, il y a forcément eu à un moment des gammes à se faire, de la préparation, de la répétition, et de faire en sorte que maintenant, ça a l'air facile, ça a l'air naturel. Et j'ai même le sentiment qu'il y a plusieurs paliers et que c'est un peu le travail suprême parce qu'il y a un moment donné où on va être à l'aise, mais la technique continue de se voir ou de s'entendre. Oui, bah oui. Et donc, pour effacer cette technique-là, on est un petit peu sur le niveau suprême. En jeu vidéo, on serait à l'étape au monde numéro 12 avec le big boss à terrasser pour vraiment finir le jeu, quoi. Bah, tu vois, je vais reprendre la métaphore filée sur la guitare. Franchement, naturellement, je te mets une guitare entre les mains, t'en as jamais joué. Naturellement, qu'est-ce qui se passe ? C'est pourri ce que tu vas me faire. Il n'y aura aucun accord, ça va partir dans tous les sens et mes oreilles vont juste saigner. Et puis au bout d'un moment, tu vas commencer à découvrir quelques outils de comment tu tiens les guitares, comment tu grattes quelques accords et tu vas le jouer, mais on va le voir. On va te voir
avoir de la douleur au doigt au moment où tu vas faire les accords. On va reconnaître que tu nous joues Wonderwall d'Oasis parce que tout le monde apprend Wonderwall d'Oasis, mais on va pas se dire waouh, j'ai trop envie de danser. Et évidemment, il y a plusieurs niveaux à atteindre avant qu'on se dise ah, mais en fait, ce type ou cette fille, elle peut jouer n'importe quel morceau de manière virtuose parce que tout simplement, elle sait utiliser son instrument, elle sait jouer avec différents accords, elle sait lire une partition, elle sait écrire même une partition, et elle a tout acquis pour pouvoir passer de un programme un peu formaté, il faut connaître les outils, à je peux devenir virtuose et transformer ça en art. Et tu vas voir, je pense qu'il va falloir rebondir dessus, Lucas, en parlant que de toute façon, en prise de parole et en rhétorique, c'est un art avant tout. Alors, je permets juste de compléter avant de passer sur un autre sujet la réponse de Julien. C'est vrai, l'art ultime, c'est justement de cacher l'artifice. C'est pour ça que je parlais de seconde nature un peu rapidement, mais c'est une notion hyper fondamentale. Aristote parle de exis. L'exis, en fait, c'est une habitude qui n'est pas... dont il n'y a plus rien d'artificiel ou de visible. On ne voit plus les fils derrière l'acteur. On ne voit plus tout le travail. Et il y a un beau mot italien pour parler de ça, c'est la sprezzatura. Et le principe de la sprezzatura, c'est exactement cette idée de seconde nature. C'est-à-dire que ça semble naturel, mais parce que l'artificiel est gommé, parce que l'artificiel n'est plus visible. Voilà, ça c'était pour rebondir sur et quel serait le chemin préconisé par Aristote ou par les Italiens de l'époque pour justement effacer ce travail-là pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que ça peut paraître très besogneux, presque décourageant. On a l'impression que c'est le travail d'années et d'années et d'années de labeur. C'est bien pour ça que c'est un parcours scolaire. Alors donc de la régularité déjà. Oui. En fait, si on commence par le commencement, c'est quelque chose qui, normalement, s'apprend dès les plus petites classes, dès le plus jeune âge, et même au contact des parents. L'institution oratoire de Quintilien, qui est donc l'ouvrage sur lequel je fais ma thèse, c'est justement l'idée de former un orateur de la naissance jusqu'à sa mort, du berceau au barreau. De quand il est tout bébé jusqu'à ce qu'il devienne avocat, et comment même en tant qu'avocat formé qui a passé par les bancs de l'école, il continue à se former et continue à être dans ce qu'on appelle aujourd'hui de la formation continue pour adultes, et donc il y a une idée de perfectionnement continuel parce que ça ne s'arrête jamais. Donc en fait il y a pas de terminus, c'est l'œuvre d'une vie, et c'est comment est-ce qu'on peut passer sa vie en fait à travailler sa manière de communiquer. Mais c'est là où je pense qu'il y a un gros défaut avec la manière de penser aujourd'hui, c'est de se dire que la communication c'est quelque chose d'externe, comme si c'était juste un élément de l'ordre de l'extérieur par rapport à ce qu'on fait vraiment. Or en réalité, le paradigme des anciens, c'est de se dire que bien dire c'est bien penser, et bien penser c'est bien dire. Au sens où, si je suis capable de bien parler de ce que je fais, en fait, c'est clair dans ma tête, parce que c'est clair pour mon public, et ça montre que moi-même, ça me donne des idées sur ce que je fais, et ça me permet de comprendre enfin ce que je suis en train de faire. La plupart des gens qu'on accompagne, en fait, c'est des gens qui, au début, ont une idée assez floue de ce qu'ils font, paradoxalement. Et puis, en fait, on commence à les interroger sur comment ils veulent en parler. Allez, ils font un exercice où ils doivent pitcher leur activité devant un public, puis ils mettent des mots, pour la première fois, sur ce qu'ils font. Et au bout d'un moment, ils se disent « mais en fait, c'est ça que je fais ». Et grâce à la communication, ils comprennent ce qu'ils font. Grâce à la communication, ils font mieux ce qu'ils font. Et donc, moi, j'ai cette intime conviction que la communication, c'est pas un truc externe qu'on peut déléguer à une boîte de prestataires extérieurs ou de freelance. Il y a Boris Cyrulnik qui a beaucoup travaillé sur le concept de résilience. Et pour travailler la résilience, il parle de récit. De travail de récit. Quel est le récit qu'on se raconte sur son propre parcours pour des fois dépasser des obstacles, de graves accidents de la vie. Exactement. Et donc comment on reconstruit quelque chose de blessé. Donc, c'est encore la compétence narrative. Ouais. C'est plutôt passionnant. Moi, il y a une dernière idée qui me vient en tête. J'ai l'impression aussi que ça satisfait notre ego de voir ça comme quelque chose d'inné ou d'extérieur, ou que ça doit être naturel. C'est que ce qui est laborieux n'est pas séduisant et donc n'est pas très rassurant. Et on préfère voir ce qui brille, ce qui est en surface, que de voir les coulisses et la besogne. Et en fait, depuis toujours, on est naturellement fasciné par ce qui paraît facile. Je dirais pas que ça satisfait notre ego, je dirais que ça satisfait notre paresse. Parce que ce qui est absolument génial et inatteignable, il n'y a pas besoin de l'atteindre, donc on n'a pas d'effort à faire. Et c'est bien ça le problème, c'est de se dire, oui, il y a des orateurs géniaux, des Barack Obama et compagnie dont on parlait avant, et moi je ne peux pas atteindre ce niveau-là, donc je ne vais pas faire l'effort.
Mais là où je le relierais à l'ego, c'est que pour moi, il y a peut-être cet attrait pour ces personnes-là assez rapide pour le mythe de la répartie qui va faire mouche, ou du spectacle où on va être le stand-upper va être hyper charismatique et va éclabousser de son aura l'audience. Il y a un petit peu cette croyance-là aussi. On est dans une époque où il peut y avoir cette croyance-là de la parole magique et de la parole qui va éclabousser de son aura l'extérieur. Je sais que c'est un des combats que toi tu mènes, David, à titre personnel, parce que tu es effectivement assez sensible sur ces questions, et je reconnais tout à fait le bienfait de chercher à démystifier la parole. Moi, j'aimerais bien rajouter plutôt une idée de... En fait, on peut garder une part de mystification, parce qu'au bout d'un moment, dans la prise de parole, comme dans tout, on a besoin de modèles, on a besoin de gens qui sont inspirants, on a besoin de gens qui nous fascinent. Au bout d'un moment dans lesquels on rentre dans un rapport de séduction, il faut l'admettre. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est plutôt de se dire comment est-ce que je fais une bonne hygiène personnelle des modèles que j'ai. Comment est-ce que j'arrive à entretenir un rapport sain avec les modèles que j'ai. C'est-à-dire, en fait, finalement, ce que j'apprécie chez lui, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce que un tel, c'est Obama, pourquoi est-ce que Badinter, pourquoi est-ce que, j'en sais rien, Margaret Thatcher, ça peut être un modèle pour moi ? S'il y a un côté réparti, pourquoi pas ? Mais dans ces cas-là, on sait ce qu'on apprécie, on sait ce qu'on rejette, on sait ce qu'on valorise chez elle, chez lui, et on sait ce qu'on décide de garder, nous, pour notre propre communication. Donc en fait, on peut avoir un rapport un peu encore mystique à la parole, si c'est pas complètement lénifiant et mystificateur. Bon, mais écoutez, ça me donne envie de faire une suite à cet épisode. Il va falloir qu'on installe une suite. Est-ce qu'on conclurait pas ce premier épisode avec Julien / Lucas pour basculer sur donc peut-être un épisode suivant où on parlerait de tout ça en détail pour ceux et celles que ça intéresse. Mais écoute, s'il y a plus de 1 million d'écoutes sur ce numéro, tu nous tiens au courant et on se dit qu'il y a vraiment, vraiment un intérêt pour faire une suite. Donc, chers auditeurs et auditrices, tapez les stats. On veut le million. On veut le million et on lance, évidemment, on lance autant d'épisodes que tu veux sur des sujets qui nous animent et j'espère qu'ils animent aussi les gens qui sont en train de nous écouter. Ben, j'espère aussi. Eh ben, écoutez, à très vite, messieurs. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, salut David. Merci beaucoup, David. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le faire savoir en lui laissant une belle note ou en le partageant et le commentant sur les réseaux sociaux. Que ces conseils de communication puissent vous être utiles et à vos proches. Je m'appelle David Jadard et vous pouvez me retrouver sur mon site internet lesorales.fr